Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Solidarité TV sur le thème Santé, quelle perspective pour l'avenir. Ce rendez-vous a été préparé avec le soutien du Crédit Coopératif, mais aussi de Harmonie Mutuelle ESS, notre partenaire pour cette émission. Comme vous le savez, cette émission est diffusée en direct et vous pouvez à tout moment poser vos questions à nos intervenants grâce au fil de discussion situé à la droite de votre écran. Mais je n'en dis pas plus et je vous propose que nous passions tout de suite à notre première séquence. Alors après plus de 2 ans de crise sanitaire, l'avenir de notre système de santé est au centre de toutes les attentions. Si l'on évoque bien souvent la crise de l'hôpital et la pénurie de personnel, la problématique de l'accès aux soins des populations les plus fragiles, les inégalités de santé, mais aussi la prévention, pose de plus en plus questions. Tous ces thèmes devraient être d'ailleurs au cœur des réflexions du Conseil national de la refondation mis en place récemment par le président de la République. Quelle est l'ampleur de toutes ces inégalités en santé? Comment tenter de les atténuer? Quelles sont les initiatives sur le plan local pour tenter de trouver des solutions? Pour tenter de répondre à toutes ces questions, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Danielle Jourdain-Méninger, inspectrice générale des affaires sociales honoraires, présidente de la commission santé de l'UNIOPS et vice-présidente de la commission santé sociale du CESE. Merci d'être à nos côtés. Et Nicolas Duvoux, professeur de sociologie à l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis. Nicolas Duvoux, vous êtes l'auteur aux côtés de Nadège Vézina de l'ouvrage Santé sociale, paru très récemment et qui évoque en profondeur cette question des inégalités. On va avoir l'occasion de parler de cet ouvrage. Avant que nous débutions nos échanges, nous avons interrogé les acteurs de la solidarité pour connaître quelques-unes de leurs propositions sur ce sujet de la santé. On les écoute et on en parle. Avec nos nouveaux métiers et le monde du télétravail, on est de plus en plus sédentaire et donc travailler sur l'activité physique et la sédentarité, c'est 2 choses très importantes pour la suite et pour rester le plus longtemps possible en bonne santé. Selon moi, pour vivre le plus longtemps en bonne santé, je pense que c'est très important déjà de pouvoir faire de la prévention. Donc on puisse, par le biais de campagnes de prévention, donc là actuellement Octobre Rose, et puis surtout ce qui me paraît très important par rapport aux usagers qu'on accompagne, c'est de pouvoir justement avoir accès à de la prévention mais qui soit simplifiée. Dans ma jeunesse, on avait des dispensaires et je pense que cette perte de dispensaires est vraiment dommageable parce que quand on a une urgence ou besoin de voir rapidement un médecin, il ne reste plus que les urgences et je trouve que il vaut mieux pouvoir avoir un accès à ces centres qui filtrent un peu avant et des centres de ce type sont vraiment parfaits. Selon moi, il faudrait déjà faire beaucoup de prévention. Prévention des risques liés à l'âge, au vieillissement. Poser des bonnes bases, aussi simples que de la nutrition, que des problèmes musculo-squelettiques, une activité sportive. Disons que c'est une bonne base pour la suite, d'où l'avantage de faire du secteur 1, pas de dépassement d'honoraires, du tiers payant, parce qu'on n'exclut personne en fait de l'entrée dans ce système de soins. Il faut axer nos actions sur la prévention en priorité, mais aussi adapter toutes les actions mises en place en faveur de l'amélioration des conditions de vie et de soins pour toute personne, les centrer aussi sur des personnes en situation de handicap qui n'ont pas accès facilement donc aux soins, que ce soit des soins préventifs ou des soins curatifs. Et des personnes aussi en situation d'éloignement du territoire de soins. Il faudrait que nous puissions bénéficier déjà d'un parcours de soins sans rupture. Nous essayons de le faire au sein du groupe hospitalier Diaconesse Croix Saint-Simon avec d'une part notre centre de santé qui permet d'offrir aux patients des soins de premier recours et après l'hôpital qui est plateau technique si leur pathologie se complique. Le deuxième élément majeur pour moi reste que ces patients doivent avoir 0 à charge, c'est-à-dire pas de dépassement d'honoraires s'ils veulent se soigner. Pour vivre le plus longtemps possible en bonne santé, il faudrait éviter la sédentarité. Manger équilibré, des fruits et des légumes. Je suis la preuve vivante puisque j'ai pris 30 kilos. Et ce sont des choses à ne pas faire. Faire du sport et ne vraiment pas laisser accumuler les kilos quand les années
s'accumulent également. Je pense qu'il faudrait faire encore plus de prévention que ce qu'on essaye de faire déjà, c'est-à-dire commencer le plus tôt possible. Il y a une certaine classe de patients qu'on voit moins, c'est les patients entre 25 et 45 ans qui n'ont pas de problème de santé, qui le ressentent, mais qui peuvent déjà présenter des problèmes de santé. Si ces patients-là, on pouvait les voir plus régulièrement, on pourrait faire plus de prévention, dépister des choses plus tôt, donc les prendre en charge plus tôt. Pour que chacun d'entre nous puisse vivre le plus longtemps possible en bonne santé, il me semble que nous devons adapter nos messages, qu'ils soient de prévention ou d'accès aux soins, aux besoins de chacun. Aux besoins en santé comme tout le monde, entre guillemets, et en besoins en santé pas comme tout le monde. C'est-à-dire en fonction de son handicap, de sa pathologie, de ses spécificités de besoins en communication. Et pour cela, utiliser des facilitateurs tels que Santé BD, le facile à lire, facile à comprendre, et s'appuyer sur l'expérience de la personne elle-même. Et construire avec les professionnels de santé, les personnes elles-mêmes et les professionnels du médico-social, des outils spécifiques pour chaque parcours. Alors nous avons vu dans ce premier reportage que les réflexions autour de cette question des inégalités en santé, de l'accès aux soins étaient nombreuses. Je me tourne maintenant vers Daniel Jourdain-Méninger. Est-ce que on peut avoir une idée un peu globale de la nature et de l'ampleur de ces fameuses inégalités en santé? Alors, les inégalités en santé, on l'a vu à travers le reportage, relèvent d'une approche globale. Ça n'est pas une question médicale ou une question biologique, c'est vraiment une question à la fois sociale et politique. Elle prédétermine à la fois des questions environnementales, les inégalités dans les territoires, les inégalités de genre, et un certain nombre de déterminants sociaux qui sont liés aux populations. Les personnes âgées ou handicapées qui sont fragilisées et isolées, les familles monoparentales, une partie des étudiants, ce qu'on voit aux banques alimentaires, et puis les chômeurs, les précaires, les migrants, les personnes de la rue. Et toutes ces personnes, en fonction de leurs conditions de vie, ont des pathologies accentuées. La mauvaise alimentation, l'insécurité alimentaire, la malbouffe déterminent le surpoids, l'obésité, les maladies cardiovasculaires et les maladies chroniques. Le logement, qui est un logement souvent dégradé, dans des zones qui sont des zones soumises souvent aux pollutions chimiques, et ça implique des maladies respiratoires. Avec les fameuses particules. Avec les fameuses particules, le saturnisme pour les enfants dans des logements dégradés, et puis pour les travailleurs, les chômeurs, les précaires, ceux qui sont dans des métiers difficiles, eh bien une santé là aussi dégradée. Et donc toutes ces pathologies sont difficiles à prendre en compte. Et un point particulier que je voulais souligner, c'est les conséquences de l'environnement sur la santé. Au Conseil économique et social, on vient de rendre un avis qui a documenté très bien les conséquences de l'environnement sur les populations précaires. Et avec ce que je vous ai listé, c'est-à-dire les conditions de logement, les conditions de vie, les transports, eh bien, les conséquences de l'environnement sont majeures sur ces catégories de population. De même que l'isolement renforce aussi les problématiques de dépression et de santé mentale. Très bien. En plus, cette question de la précarité peut-être énergétique va avoir sans doute un impact sur la santé. L'UNIOPS, il travaille aussi, donc il va y avoir des phénomènes aussi qui vont avoir tendance à se développer et peut-être renforcer ces fameuses inégalités. Et à se cumuler. Et à se cumuler, exactement. Nicolas Duvou, donc... Je le répète, vous êtes l'auteur de l'ouvrage Santé sociale. Dans cet ouvrage qui est très marquant, puisqu'on a eu l'occasion d'en discuter, c'est que vous arrivez à établir ce fameux lien entre précarité et santé. C'est-à-dire vous soulignez le fait que quand on est en mauvaise santé, la précarité est peut-être pas forcément loin, et quand on est en précarité, la mauvaise santé n'est pas forcément loin. Est-ce que je me trompe? Je vous laisse préciser. Absolument pas, et merci de soulever ce qui est vraiment une relation qui va dans les deux sens et qui est compliquée à penser, parce que évidemment, on aime bien les relations simples de causalité en identifiant ceux qui causent un phénomène et puis ceux qui en est le résultat. Et quand on s'intéresse aux relations entre la santé
et la position sociale ou la vulnérabilité sociale, on se rend compte que véritablement la relation va dans les deux sens. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que d'abord, vous l'avez évoqué à l'instant, il y a ce qu'on appelle un gradient social en matière de santé, c'est-à-dire que plus vous êtes élevé dans la hiérarchie sociale et plus vous êtes susceptible d'avoir une espérance de vie en bonne santé qui va être longue. Et plus vous descendez dans la hiérarchie sociale, et plus cette espérance va être réduite. Donc c'est-à-dire que chaque palier que vous franchissez vers le bas de la hiérarchie va quelque part limiter vos chances de vie ou vos chances de vie en bonne santé. Et dès lors qu'on va être dans des zones de fragilité, de précarité, on va se rendre compte qu'il y a un cumul d'expériences négatives dans le logement, dans l'emploi, dans l'environnement, qui vont en quelque sorte vous exposer à une dégradation plus rapide de votre état de santé. Et inversement, le fait d'avoir un état de santé dégradé va évidemment vous empêcher d'aller sur le marché du travail, d'aller travailler, d'aller gagner des revenus. Et donc il y a vraiment cet enchaînement entre l'environnement, ses répercussions sur la personne et la dégradation à un temps ultérieur de sa situation. Et quelque part, la pandémie, la crise sanitaire nous a bien montré ces mécanismes à l'œuvre. Parce que d'abord, dans les premiers temps, c'était plutôt un virus qui touchait les catégories aisées, celles qui circulent, qui voyagent en avion, qui vont à des congrès. Et puis, à mesure que le virus a circulé, que la pandémie s'est diffusée dans la société, on a vu deux choses. On a vu d'abord qu'étaient principalement concernés les ménages, les individus qui n'ont pas la capacité matérielle de s'isoler parce que les logements sont trop petits, les logements ne permettent pas un véritable confinement et puis parce qu'il y a une pression économique qui fait que les travailleurs de la première et de la deuxième ligne sont restés présents et n'ont pas pu se confiner. Donc l'exposition a changé. L'exposition s'est déplacée vers le bas de la société, ce qui a d'ailleurs appelé des réponses en demande de reconnaissance, évidemment du caractère indispensable, mais aussi dangereux à cette période-là des métiers qui étaient restés ouverts. Et le deuxième point, c'est que non seulement le virus s'est déplacé, l'exposition à la maladie s'est déplacée vers ces catégories, mais comme elles sont plus susceptibles de développer du diabète, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires, elles sont affectées plus gravement. Tout à fait. Et donc il y a vraiment cet aspect de double peine qu'on a vu se déployer et produire des effets très différenciés dans le contexte de la crise sanitaire. D'accord, justement, vous évoquez les effets de cette fameuse crise sanitaire. Certains disent que la crise sanitaire a révélé les inégalités, ce qui est sans doute vrai. Est-ce qu'on peut dire aussi que la crise sanitaire a renforcé ces inégalités? Est-ce que ces inégalités en santé se sont, on va dire, dégradées? Est-ce que ce phénomène s'est accentué depuis 2-3 ans maintenant? Alors, la relation est vraiment complexe et je crois que d'abord il faut être prudent par rapport à l'estimation des effets de la pandémie. Il y a parce qu'on n'en est pas sorti. D'abord on n'en est pas sorti et puis surtout on n'en a pas une mesure claire et on n'en aura sans doute pas tout de suite une mesure claire. Qu'est-ce que je veux dire en matière de pauvreté? L'INSEE vient de publier des chiffres pour l'année 2020 qui montrent que le taux de pauvreté monétaire est resté stable. Donc il faut approfondir ce diagnostic. En matière de santé, on voit sur les syndromes des bébés secoués, sur tout un ensemble d'éléments qui relèvent de la sédentarité des enfants, des phénomènes très inquiétants qui sans doute mettront plusieurs décennies à produire l'ensemble de leurs effets. Donc il faut vraiment être prudent et suivre avec une grande vigilance les effets de longue portée de ces épisodes qui sont assez inouïs en termes de réponse politique à un événement dans notre histoire. Le point qui est important, et là je m'appuie vraiment sur un travail qui a été mené par le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, sur les effets sociaux de la crise sanitaire, c'était de souligner deux aspects. D'abord, que la pandémie a plutôt joué un rôle de révélateur d'inégalités très marquées, notamment sur les conditions de logement. Voilà, les conditions de logement, elles sont très inégalitaires. Évidemment, quand vous êtes enfermé dans votre logement, eh bien, l'inégalité, elle est beaucoup plus visible, mais elle préexiste en réalité. Et en réalité, il y a eu un deuxième effet qui a été de renforcer un certain nombre d'inégalités, de mécanismes, notamment d'isolement social et relationnels, qui sont une composante importante des inégalités sociales, mais aussi des inégalités de santé, parce qu'on sait qu'une vie sociale relativement dense, riche, eh bien, elle va limiter notamment les phénomènes de vieillissement cognitif, tout un ensemble de dégradations qui peuvent survenir dans le cadre du cours de vie. Donc je dirais à la fois révélateur et amplificateur d'un certain nombre de dynamiques avec une grande prudence sur la mesure des effets. Alors est-ce que, Daniel Jourdain-Méninger, vous partagez ce diagnostic? Est-ce que vous êtes plutôt, vous pensez plutôt
que cette crise a servi de révélateur ou d'accélérateur justement des inégalités en santé. C'est quoi votre point de vue sur le sujet ? Je pense que la crise, la pandémie, a servi à la fois de révélateur, mais à accentuer ces inégalités. Moi, je prends souvent l'exemple... Je pensais aux jeunes, justement. Voilà, la santé mentale des jeunes. Ouais. Alors allez-y, je vous laisse répondre. Je fais souvent référence à un département de la région parisienne qui est à la fois le plus jeune et le plus pauvre, oui, dans lequel on a constaté ce que Nicolas vient de décrire, l'exiguïté des logements, la promiscuité, les travailleurs de première ligne qui n'avaient pas le choix et qui ne pouvaient pas être en télétravail, mais aussi une dimension santé très importante, pas d'accès aux soins, pas de médecin traitant. Quand il y a un médecin traitant, parfois refus de la CMU, et puis une certaine défiance de ces personnes vis-à-vis et des travailleurs sociaux et du personnel de santé. Et donc on a vu qu'ils avaient été plus contaminés, moins soignés et aussi moins vaccinés. Autre point qui a servi de révélateur, ce sont les personnes âgées et les personnes handicapées. Dans les EHPAD, on voit bien comment ça s'est passé avec une absence de personnel qui continue aujourd'hui, et puis un isolement social qui a été extrêmement... Voilà, une première vague extrêmement violente, avec des gens qui sont carrément morts de solitude, en fait. Tout à fait. Et puis, un mot sur les jeunes, parce qu'on a vu, notamment dans le département auquel je faisais allusion, mais pas seulement... On peut peut-être le citer, ce département. Oui, c'est la Seine-Saint-Denis. Voilà, très bien. Il y a eu une étude en liaison avec la Fondation Jean Jaurès extrêmement bien documentée, et qui montre notamment que certains élèves ou certains étudiants n'avaient comme seule ressource que le téléphone portable de la famille, un téléphone portable pour suivre les cours, pour passer les examens, ce qui a généré une situation d'angoisse et de stress extrêmement importante. Et il ne faut pas s'étonner si aujourd'hui on a un certain nombre de jeunes qui ont des problèmes de dépression et d'accès à la santé mentale. Donc c'est vrai que cette crise, elle a servi de révélateur. Elle doit nous faire prendre conscience de tout ça, et aussi, je pense, d'un fort sentiment d'injustice. Parce que quand vous avez eu des gens qui n'avaient pas de masque, première vague, à qui on disait il faut se confiner, et c'était très difficile. Et quand ils étaient davantage contaminés, on disait oui, mais évidemment c'est normal, ce sont des pauvres, donc ils ne se sont pas confinés, ils n'ont pas respecté les barrières sanitaires. Ce n'était pas vrai, et ce fort sentiment d'injustice explique un certain nombre de ressentiments que l'on constate aujourd'hui. D'accord, très bien. On a fait vraiment un panorama assez large justement de ce constat des inégalités. Est-ce qu'il y a des pistes aujourd'hui, Daniel, sur comment atténuer et au moins tenter d'atténuer toutes ces inégalités qu'on vient de décrire il y a quelques instants? Oui, je pense que ça a servi, comme on l'a dit, de révélateur, et notamment un certain nombre de politiques publiques aujourd'hui doivent ou devraient apprécier l'impact social sur les populations les plus précaires pour lesquelles elles sont chargées de prendre un certain nombre de projets de loi ou de dispositifs. C'était d'ailleurs un plaidoyer de l'UNIOPS pendant la campagne présidentielle, qui était de dire qu'il faudrait apprécier l'impact social sur les 10% des plus précaires. C'est toujours une position de l'UNIOPS. C'est toujours une position de l'UNIOPS, à la fois au plan national et au plan local. Je pense aussi qu'il faudrait associer les bénéficiaires de ces politiques à la fois à leur élaboration et à leur évaluation et à leur suivi. Ce sont des sachants. Et pour en revenir aux EHPAD, je pense que si ça avait été le cas, on ne se serait pas retrouvé avec des familles après 18 mois de contamination, obligées de faire un référé en Conseil d'État pour avoir le droit d'aller visiter leur famille. Ça n'aurait jamais dû être possible. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'ensemble de ces personnes qui sont aux côtés des familles pour les personnes âgées, les personnes handicapées, tous ces jeunes de l'ASE qu'on a retrouvés dans des hôtels sans travailleurs sociaux, eh bien, il faut reconnaître leur importance, il faut les payer, les oubliés du Ségur, comme on l'a dit. Il faut arrêter de leur imposer l'éternel
PowerPoint et tableau Excel qui fait que non seulement les travailleurs de première ligne, mais les cadres s'en vont parce qu'il n'y a plus la reconnaissance de leur métier, il n'y a plus de sens, on ne donne plus de sens à leur action. Et aujourd'hui, on se retrouve avec du personnel en intérim, y compris dans l'aide sociale à l'enfance. Donc il faut vraiment une prise de conscience. Très bien. Je vous pose un peu la même question. Quelles seraient les pistes selon vous pour tenter d'atténuer toutes ces inégalités en santé qui nous ont un peu sauté à la figure à la suite de la crise sanitaire? D'abord, une prise de conscience, alors qui a eu lieu de manière rhétorique, mais pas seulement. C'est-à-dire que l'idée d'interdépendance, c'est qu'à un moment donné, ce qui frappe la société est à une telle échelle qu'il n'y a que les pouvoirs publics qui peuvent réagir à la hauteur du sujet. Ça, je crois qu'on peut dire que la réponse, elle a sans doute été imparfaite, il y a eu des angles morts, mais il y a eu une réponse. Mais il y a eu une réponse. Il y a eu une réponse qui a quand même évité le cataclysme social qu'on pouvait anticiper au début, parce que l'arrêt si brutal de l'économie, l'arrêt de toute la machine sociale aurait pu engendrer un basculement vraiment considérable dans la pauvreté. Ça n'a pas eu lieu. Ça ne veut pas dire que tout a été parfait, mais quand même il y a eu une prise de conscience sur le moment de la nécessité d'une réponse et de l'impossibilité de ne pas finalement quasiment nationaliser les salaires, puisque c'est à peu près ce qui s'est passé pendant le premier temps de la pandémie. La deuxième chose, c'est que plus profondément, ça a quand même réactivé l'idée qu'il y avait cette interdépendance des composantes de la société, ce qui est une idée très, très vieille, très basique, mais très fondamentale sur l'idée de solidarité. Et ça veut dire qu'à un moment, ça peut se traduire en actes par des corrections de ces inégalités qu'on a vues, parce qu'on voit bien qu'il ne peut pas y avoir de santé qui ne soit pas collective. Et ça, je pense que c'est par rapport à l'organisation de notre système de santé. Et ça, c'est bon de le rappeler. Hein. C'est pour ça que j'essaye de le faire. Vous l'entendez, ça me semble être un message, ça paraît tellement évident, une évidence enfouie dans les temps ordinaires et qui soudain est revenue à la surface avant d'être évidemment réenfouie aujourd'hui. C'est pour ça que j'en parle. Et parce que ça a des traductions possibles dans l'organisation très concrète du système de soins, mais aussi du système de solidarité, qui doivent être tirées. La première chose, c'est d'abord d'agir sur la prévention, c'est-à-dire de réorienter un système de santé qui est essentiellement tourné vers le curatif, vers le médical, vers cette approche plus environnementale, plus populationnelle et plus collective aussi. Je crois que on va longuement l'évoquer d'ailleurs dans notre deuxième séquence. On va longuement l'évoquer. Mais donc du coup, de bien prendre acte de cette réalité et du caractère vraiment irréductible à des responsabilités individuelles. Quand il y a une pandémie qui circule, vous pouvez mettre votre masque plus ou moins bien. On a bien vu qu'il y avait une limite très forte à l'idée de responsabilité individuelle. C'est vraiment la collectivité qui doit s'organiser. Je crois que c'est la première leçon, parce qu'après, on pourra en décliner des traductions en termes d'organisation, d'institutions et d'action publique. Très bien, je vous remercie. Alors partout dans les territoires, les initiatives et structures se multiplient pour permettre à ceux qui en sont le plus éloignés d'accéder aux soins. C'est le cas du centre de santé Beauchat, du groupe hospitalier Diaconesse Groix-Saint-Simon à Paris. Reportage. L'accès aux soins de manière générale et le manque de médecins généralistes qui touchent progressivement tout le territoire et entre autres à Paris, on est aussi très touché par ce manque de généralistes, donc ça devient compliqué d'avoir un rendez-vous. Après, il y a forcément la question financière. L'accès aux soins en secteur 1, c'est pas toujours simple. Pour le premier recours, à Paris, on arrive encore à trouver du secteur 1. Les spécialistes en secteur 1 sont de moins en moins fréquents à Paris et en France, et donc c'est de plus en plus compliqué pour l'accès aux soins. Donc justement, le centre de santé est totalement en secteur 1. On travaille avec les mutuelles pour ne pas avoir du tout d'avance de frais. Donc ça permet à la plupart des patients de ne pas du tout avancer le prix des consultations. Et ça nous permet aussi, par rapport à l'offre de soins, d'avoir plusieurs médecins, que ce soit des généralistes ou des spécialistes, donc d'avoir une offre qui est la plus rapide possible, avec des patients qui peuvent consulter dans la journée si urgence, ou en tout cas des rendez-vous dans la semaine, grâce aux multiples médecins généralistes qu'on a au centre. Madame Delà. Bonjour. Allez-y. Donc ici au centre, on soigne plusieurs types de patients. On a à la fois des patients qu'on suit comme médecins traitants
Donc leur besoin, c'est un suivi de médecine générale classique. On a à la fois aussi des patients qui consultent de façon ponctuelle. Donc leurs besoins, c'est plutôt des consultations très ponctuelles. Et on prend, quand il y a des médecins du quartier absents, du coup on assure des suivis un petit peu ponctuels pour des patients qui sont suivis ailleurs. Et en termes de difficulté d'accès aux soins de nos patients, on a de plus en plus de patients âgés et qui ne peuvent pas se déplacer. Et ça, c'est un vrai problème de suivi parce qu'ils ne peuvent pas venir jusqu'à nous. Et nous, on n'a pas la capacité de suivre à la fois les patients ici et de faire des visites toute la journée. Pour l'instant, on n'a pas cette capacité-là. En fait, nos consultations, elles sont remplies en présentiel. Donc, on fait les visites pour l'instant, en dehors de nos temps de consultation. Donc, c'est vraiment pour un problème spécifique d'aigu. À terme, on aimerait bien faire vraiment des journées de visite si on peut. Mais pour l'instant, on n'a pas la capacité physique de faire beaucoup plus de visites. Alors Nicolas Duvoux, on a vu avec ce centre de santé un exemple de réponse pour justement essayer d'atténuer ces inégalités en santé. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives justement existantes dans les territoires? J'imagine que oui, mais si on dresse un peu une typologie des initiatives existantes, quelles pourraient-elles être? Oui, alors vous évoquiez tout à l'heure l'ouvrage La santé sociale. On a essayé de décliner dans ce travail toute une série d'initiatives qui relèvent du privé, qui relèvent du public ou de l'associatif, qui ont en commun de chercher à mettre en place une approche beaucoup plus pluriprofessionnelle, plus collective, plus préventive de la santé. Et plus locale aussi. Et alors plus locale, plus insérée dans les territoires, parce qu'il y a une problématique de lutte contre les déserts médicaux, qui est pas seulement un problème rural d'ailleurs, c'est aussi un problème urbain dans un certain nombre de cas de figure. Donc les centres de santé étudiés notamment par ma collègue Nadège Vézina, mais aussi par Igor Martinache, sont une des modalités particulièrement prégnantes dans les territoires urbains. Il y a aussi les maisons de santé pluriprofessionnelles qui sont vraiment une réponse inventée par les libéraux qu'on va voir se décliner notamment dans des espaces plus ruraux où ça renvoie là pour le coup des dynamiques de remplacement des médecins de famille et qui avaient une amplitude horaire qu'aujourd'hui plus personne ne... Avec le fameux changement de culture. Voilà, plus personne ne souhaite avoir. Et ça, il y a vraiment un changement de culture professionnelle au sein du monde médical qui est importante. Et puis vous avez des dispositifs aussi, nous on s'est intéressé aux permanences d'accès aux soins de santé avec Maurizio Aranda, où là il y a vraiment... à la lisière de l'hôpital, le souhait d'avoir des structures qui sont en capacité d'accueillir la très grande pauvreté et qui du coup aménagent un lien entre ouverture de droits sociaux et puis prise en charge médicale. Et donc il y a une pluralité d'instruments qui s'inventent pour résoudre cette tension entre le sanitaire et le social. Très bien. Daniel, on l'avait évoqué dans nos échanges avant l'émission. Vous vouliez mettre à l'honneur un petit peu les associations. Je sais que les associations font beaucoup de choses justement pour essayer d'atténuer, de lutter contre ces inégalités en santé. Est-ce que vous aviez quelques exemples en tête à nous livrer pour qu'on se rende bien compte de ce qui se passe sur le terrain? Oui, quelques exemples, mais qui montrent une approche pluriprofessionnelle. Par exemple, dans la banlieue de Lille, à l'initiative des professionnels de santé, des psychiatres qui se sont inquiétés de voir la diminution du nombre de psychiatres, a été organisée une consultation en CMP dans un délai de 48 heures, et puis un accompagnement par une association composée à la fois d'élus, de professionnels du logement, d'éducateurs, de psy, d'infirmiers, pour faire en sorte que les malades qui ont des troubles mentaux puissent ne pas être enfermés dans l'institution, mais le plus possible aller vers la ville. Et ils ont institué aussi une organisation de aller vers, avec des consultations qui vont dans les CCAS, dans un centre sportif, dans une maison médicale, où on va vers les personnes et on facilite le diagnostic, avec une organisation qui permet, en cas de crise, d'éviter l'hospitalisation et de continuer ce suivi. Donc là, c'est vraiment une approche globale. J'ai un autre exemple. Cet autre exemple, ce sont des femmes qui sont suivies par une association qui s'appelle Santé Banlieue, qui a organisé des cafés avec une approche fondée sur socio-esthétisme, c'est-à-dire qu'on rencontre ces femmes qui sont très isolées, souvent qui parlent mal français, on s'occupe de leur beauté, de leurs mains, et puis peu à peu, au deuxième et troisième rendez-vous, on leur parle de leur corps, on pose
pose des questions sur leur dossier administratif pour les aider à recouvrer leurs droits. On évoque les violences conjugales, on évoque les problèmes gynécologiques. Tous ces déterminants sociaux que l'on a vus tout à l'heure et qui montrent les inégalités en santé. Puis dernier point, on parle très peu souvent des problèmes dentaires de ces populations en difficulté, de ces populations précaires, notamment pour les retraités âgés. Donc on a des associations qui les suivent, qui les réorientent vers leurs droits sanitaires et sociaux. Mais il y a aussi le bus dentaire social qui est financé par l'Ordre national des chirurgiens dentistes, des ordres départementaux, par l'ARS et deux associations, le SAMU social à Vincennes et Médecins du Monde, mettent à la disposition de ce bus les terrains où ils accueillent notamment les personnes de la rue, les personnes en très grande difficulté qui ne peuvent pas faire soigner leurs dents, ce qui est là aussi une profonde injustice. Et pour ceux qui sont en recherche d'emploi, allez essayer de trouver un emploi quand vous avez des problèmes dentaires, c'est carrément insupportable. Donc voilà, et puis si vous voulez un dernier point, il y a un chercheur, Éloi Laurent, qui propose que les pouvoirs publics lancent une enquête, une grande enquête. Comment vont les Français aujourd'hui après 3 ans de Covid? Et je pense que ce serait une bonne conclusion de nos interrogations. Très bien, je vous remercie beaucoup Daniel, Nicolas. Nous avons bien pris la mesure donc, de l'ampleur des inégalités en santé, mais également des solutions pour tenter de les atténuer. Pour agir efficacement, vous l'avez souligné Nicolas, il convient également de miser sur la prévention. C'est ce que nous allons aborder lors de notre prochaine séquence. Pour débuter celle-ci, je vous propose de découvrir l'action du foyer de vie du Pré, géré par l'Association pour la gestion des établissements spécialisés Toulouse-Lautrec, une entité qui a fait de la question de la prévention un axe fort de son projet. Les difficultés auxquelles se heurtent les personnes en situation de handicap pour des soins adaptés sont multiples. D'abord, la connaissance du parcours à suivre pour accéder notamment à un médecin traitant, pour accéder aux urgences, pour accéder à des spécialistes. Non pas parce que ces professionnels ne souhaitent pas travailler avec ce public-là, mais en tout cas en termes de communication et d'accessibilité, on voit qu'il y a quand même des difficultés. Et donc, il faut des facilitateurs. En plus, les personnes en situation de handicap, pour certains, je dirais, ils n'ont pas vraiment conscience de la douleur. Donc, déjà, parler de soi, parler de sa difficulté, ressentir le symptôme, savoir qu'on a nécessairement besoin d'un médecin, c'est pas à la portée de tout le monde. Troisième problématique, c'est tous les outils mis en place, Doctolib. Donc Doctolib pour prendre un rendez-vous, c'est pas facile. Donc tous ces obstacles que rencontrent des personnes lambda, il faudrait les imaginer en plus des difficultés de communication liées à une déficience intellectuelle, à des troubles du comportement, pour que finalement ce parcours de soins soit accessible aux personnes en situation de handicap. Et donc, nous travaillons ces objectifs en réunion qualité, puisque nous diffusons en tout cas ces objectifs auprès des établissements et auprès du personnel sur le terrain pour que ces axes-là, et notamment l'axe de la santé, soient en tout cas intégrés dans le projet personnalisé des personnes que nous accompagnons. Et donc, nous travaillons à l'éducation à la santé dans des ateliers représentés par les personnes elles-mêmes et animés par des professionnels sensibilisés au parcours de soins pour effectivement travailler sur des représentations, en tout cas qui sont affichées par des personnes en situation de handicap elles-mêmes pour que les personnes accompagnées puissent s'identifier, comprendre le langage. Nous utilisons les bandes dessinées, nous utilisons le facile à lire et à comprendre, et nous partons aussi de séances vidéo pour vraiment des mises en situation concrètes. Si on ne parle pas le même langage, on ne peut pas aller vers la même direction. Et puis nous essayons aussi
de faire intervenir des professionnels de santé, notamment la prévention bucco-dentaire. Nous avons effectivement une équipe de prévention qui vient dans l'établissement. Nous avons également la prévention du cancer du sein, donc qui sont allés dans des actions donc organisées par la CPTS et par le service de médecine de santé de la ville. Et donc, ils y participent concrètement.